C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue sur Tchad 24. Ça y est, le nouveau pont sur le fleuve Legon reliant les villes de Bongor au Tchad et Yagua au Cameroun a été inauguré ce lundi 28 avril. Baptisé pont de l'amitié Tchad-Cameroun, cet ouvrage stratégique, fruit d'une volonté commune, vient renforcer les échanges entre les deux pays. Le Premier ministre tchadien Alain Alinon et son homologue camerounais Joseph Dion Nguité ont salué la portée qu'aura cette infrastructure. Écoutez le Premier ministre tchadien Alain Alinon. Aujourd'hui est un jour d'une portée historique et un symbole fort. Un jour où nous célébrons bien plus qu'une simple infrastructure, mais un trait d'union entre nos deux peuples. Nous inaugurons ce pont tant attendu entre Yagua et Bongor, une œuvre majestueuse, cordon ombilical entre nos deux nations. Cet ouvrage est le témoignage vivant de la vision éclairée et de la volonté commune des deux grands leaders africains, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Ce pont est le fruit de leur engagement inlassable à consolider les liens entre le Tchad et le Cameroun et à œuvrer pour le rapprochement de nos deux peuples. Mais sur le plan culturel, nos langues, nos traditions, nos coutumes partagées sont autant des ponts immatériels qui rapprochent nos peuples au quotidien. C'est fort de tous ces liens sacrés et dans un esprit de continuité que le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, a souhaité que ce pont soit baptisé pont de l'amitié Tchad-Cameroun. L'inauguration de ce pont marque en effet un nouveau chapitre de développement et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'activiste et président de l'organisation Urgence panafricaniste Kémi Séba est arrivé ce 28 avril à N'Djamena au Tchad où il participera à une mobilisation internationale contre le franc CFA. Une conférence est prévue le samedi 3 mai. Kémi Séba a appelé à un sursaut pour la souveraineté. Suivez. La dernière fois, je crois qu'il y avait eu un débat avec Lionel Zinsou à l'époque sur le franc CFA, où lui, le grand économiste, avait eu visiblement quelques problèmes à défendre un système monétaire désuet. Nous revenons quelques années plus tard pour cette même problématique, parce que même si certaines choses ont avancé suite à nos mobilisations, notamment en Afrique de l'Ouest, il demeure encore qu'en Afrique centrale, il y a malheureusement des pesanteurs. Et nous venons ici dans le cadre d'un débat pacifié, rationnel, mais poussant à ce que nos populations puissent s'éveiller sur les problématiques de néocolonisation, de colonisation et d'injustice sur le terrain monétaire, sur le terrain économique. L'ONG Urgence panafricaniste en profite pour réactualiser les choses par rapport à sa nouvelle antenne ici au Tchad. Et donc la mobilisation de ce 3 mai sera l'occasion de parler de cette question du franc CFA, de la souveraineté monétaire, de la fin des accords coloniaux. Il y a un processus qui est en train d'être enclenché petit à petit ici au Tchad. Chaque pays a son rythme. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que partout le message puisse être véhiculé. Et donc il était important que nous puissions continuer dans le cadre de cette mobilisation internationale que nous menons, parce qu'il y aura 8 pays, voire 9 pays qui vont se mobiliser ce 3 mai. Il était important que nous puissions être sur la terre du Tchad, qui est une terre sacrée, qui est une terre remplie d'histoire, qui est une terre de justice en réalité. Et je sais que bon nombre de personnes attendent que nous puissions nous exprimer sur cette question qui asphyxie une grande partie de nos populations.
Le comité technique pour la réalisation d'un complexe annoncé par le parti Mouvement Patriotique du Salut a été installé ce lundi. Le complexe comprendra une bibliothèque, un musée et une salle de conférence. Selon le comité, Hassan Iseka nous fait le point. Dans la foulée de la création du comité scientifique pour la réalisation d'un complexe comprenant une bibliothèque, un musée et une salle de conférence, piloté par Dr Beyo Malo Adrien, ses 19 membres, celui-ci, à l'entame des travaux de ce complexe, a donné des orientations à son équipe. Le secrétaire général deuxième adjoint chargé de la mobilisation et de la sensibilisation du MPS, par ailleurs superviseur du comité scientifique, Mohamed Béchir Chérif Daoussa, a confié l'immeuble éteint mémorial du mouvement patriotique du Sali. Lors de son 13e congrès extraordinaire, tenu le 29 janvier 2025, en N'Djamena, les congressistes ont adopté une résolution visant à la conservation des archives du parti. Ainsi, pour préserver l'histoire du mouvement patriotique du Sali, encadrer les militants et favoriser la diffusion de ses idéaux, le président du parti, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a instruit le secrétariat général du mouvement patriotique du Sali à l'effet de concevoir et réaliser un complexe moderne et en phase avec la réalité de l'ère. Lors du 13e congrès extraordinaire tenu le 29 janvier 2025 à N'Djamena, les participants ont adopté une résolution visant la conservation des archives du MPS pour préserver ses vestiges et promouvoir ses idéaux. Proposé pour immortaliser le maréchal Idriss Déby Itno, cet édifice sera financé par le président du parti, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. En ce mois d'avril où les pluies sont encore moins irrégulières, rien n'est en train d'être fait pour empêcher les inondations dans la ville de N'Djamena. La population, les conseillers communaux se regardent dans les yeux. Une question se pose, qui doit être dans la gestion d'une cité? Hassan Isaka une fois de plus. Au grand mot, de grands remèdes. Cette formule échappe aux acteurs chargés de l'assainissement et de l'aménagement de la ville de N'Djamena pour prévenir les affres d'inondation à chaque approche de la saison des pluies. Cette inaction contre les conséquences néfastes de fortes précipitations met le gouvernement, les conseillers municipaux et les citoyens dans le même box des accusés. L'arrêté du 5 août 2024, signé par le Premier ministre mettant un comité national de prévention et de gestion des inondations en vigueur, semble être un leurre. Partie préventive en ce moment de la part de l'exécutif. Aussi, la saison des pluies prendra-t-elle les conseillers municipaux nouvellement installés au dépourvu? Leur intervention sur le terrain se résume encore aux mesures de salubrité et de déguerpissement de places publiques anarchiquement occupées. Le curage des caniveaux, la construction de digues et leur aménagement pour contenir l'éruption des eaux dans les concessions sont dans l'utopie. Quant à la population, ces actions citoyennes se font souvent sentir en pleine inondation alors qu'elle a une part en tout temps à la gestion d'une cité. Si tous ces acteurs entendent coordonner leurs forces, où chacun joue pleinement son rôle dans le développement d'une commune, N'Djamena arriverait à un moment où on ne parlera plus d'inondation, d'insalubrité et des occupations anarchiques des espaces publics. C'est avec un esprit de collaboration qu'on peut éviter dans l'avenir d'enregistrer plus de 500 cas de décès et presque 2 millions de cas sinistrés dus à l'inondation l'année dernière. À présent, faisons un tour dans le monde pour parler de la hausse en dépenses militaires qui s'accentue dans le monde. La Russie et la Corée unies dans le conflit ukrainien. Au Sénégal, 5 anciens ministres cités dans l'affaire du détournement des fonds Covid-19. Pendant ces temps, au Yémen, 68 personnes tuées dans une frappe américaine à Sénat. Joël Goudjimana. La Corée du Nord a confirmé ce 28 avril son implication dans le conflit russo-ukrainien. Pyongyang envoie ses troupes sur le terrain pour soutenir la Russie. Il s'agit des troupes qui ont pour objectif de reprendre la région de Koursk, dont les forces ukrainiennes s'étaient emparées lors d'une incursion il y a de cela un an.
Selon des sources internes, il s'agit de plus de 10 000 soldats. Aucun des deux pays n'a indiqué le nombre exact. Outre l'envoi de troupes, la Corée du Nord a fourni une grande quantité d'armes à la Russie. Selon Poutine, les soldats coréens, épaule contre épaule avec les combattants russes, ont défendu notre patrie comme s'il s'agissait de leur, une manière de leur faire éloge. Rappelons qu'en mars, l'armée sud-coréenne a estimé qu'environ 4 000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés sur les fronts de guerre entre la Russie et l'Ukraine, indiquent plusieurs médias sur la toile. Quant à l'armée sud-coréenne, elle révèle qu'à l'époque, la Corée du Nord avait envoyé environ 3 000 soldats supplémentaires en Russie au début de l'année. Le peuple russe n'oubliera jamais l'héroïsme des forces spéciales de la Corée, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. En République démocratique du Congo, le parc national des Virunga célèbre son 100e anniversaire dans un climat tendu. Situé dans le nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, ce parc est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 20 ans, il vit dans la stupeur dans cette région déchirée par les conflits. Cette réserve est désormais un refuge pour les groupes armés d'un côté, les rebelles du M23, et de l'autre, les rebelles des forces démocratiques alliées. Une situation qui a causé la mort de plus de 300 éco-gardes chargés de protéger le parc. Bien plus, les terres du parc sont exploitées illégalement. Au moins 35% des 7800 km² de cette réserve pris d'assaut de manière frauduleuse pour l'agriculture et la production de charbon de bois. Au Yémen, 68 personnes ont été tuées dans des frappes américaines. Le massacre s'est produit sur un centre de détention pour migrants africains à Sada ce lundi. Ces migrants africains étaient retenus dans ce lieu en attendant une éventuelle expulsion. Jusqu'à l'heure actuelle, les équipes de la défense civile et du Croissant Rouge poursuivent leurs recherches sous les décombres. Rappelons que ce dimanche, 8 morts avaient déjà été enregistrés dans une frappe à Sanaa. Le bilan total des frappes au Yémen fait actuellement état de 228 morts, d'après les chiffres rapportés par les rebelles. Au Ghana, Meta est confronté à des poursuites judiciaires pour des conditions de travail de ses modérateurs. Le Ghana met en cause les conditions de travail éprouvant imposées au modérateur de contenu employé par son sous-traitant Majorel, une filiale du groupe français Téléperformance. Une poursuite judiciaire qui intervient après celle des États-Unis. Selon les accusations, Meta expose quotidiennement les modérateurs à des images de meurtres, de violences extrêmes et d'abus sur mineurs, ce qui implique la détérioration rapide de leur santé mentale, notamment dépression, anxiété, insomnie et addiction. Avec tous ces risques, leur salaire de base plafonne à environ 1 300 cédis par mois, soit 77,88 €. Ce qui n'est point un équilibre au coût de la vie dans la capitale. Meta et Téléperformance assurent respecter les standards de rémunération et de bien-être. Selon certains témoignages, les salariés ont été licenciés après avoir manifesté des signes de détresse psychologique, allant parfois jusqu'à des tentatives de suicide. La juridiction britannique Postglove prépare en ce moment 2 recours, l'un pour préjudice psychologique collectif, l'autre pour licenciement abusif. Au Bénin, 54 militaires ont perdu la vie dans une attaque djihadiste. Une attaque perpétuée le 17 avril dernier par des combattants islamistes. Le drame a eu lieu dans le département de la Liborie, à la frontière avec le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Une attaque djihadiste qui met en avant le manque de coopération des pays frontaliers dans cette lutte contre le terrorisme. La justice sénégalaise a révélé les noms des 5 anciens ministres poursuivis pour détournement de fonds dans l'affaire Covid. Il s'agit de 5 anciens ministres visés par la Haute Cour de justice dévoilés dans la presse. Ceux-ci sont accusés de malversation dans plusieurs affaires, dont celle des fonds du Covid-19. Parmi eux, Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall et ancien ministre du Développement communautaire. Élection fédérale se joue au Canada. Le pays a participé au scrutin ce lundi, un duel qui selon plusieurs s'annonçait serré entre les libéraux et les conservateurs. Les libéraux ont eu pour tête des intentions de vote le premier ministre Mark Carney face aux conservateurs
de Pierre Poilievre. Un scrutin qui intervient dans un contexte de guerre commerciale et de menaces d'annexion par le président Donald Trump. Parlons à présent armement. Selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié ce lundi, les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte progression depuis la fin de la guerre froide, atteignant 2 718 milliards de dollars en 2024. Les dépenses militaires mondiales ont enregistré en 2024 leur plus forte hausse depuis la fin de la guerre froide, notamment 9,4% d'envol sur un an, pour cause des conflits prolongés et la perception d'éventuelles menaces, ce qui pousse de plus en plus de pays à maximiser leur budget pour renforcer leurs arsenals militaires. Une hausse particulière marquée en Europe avec 17% de progression des dépenses militaires sous l'effet de la guerre en Ukraine qui continue de peser lourdement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.